avec peut-être Georges Lukács. Bon. Voilà. Oh, il y a Henri Lefebvre aussi. Voilà, oui, alors justement, et tu en parles dans le film. Ils étaient amis d'ailleurs, faut le dire. Non, je crois que justement. Hommage à Henri Lefebvre. À propos de récupération, je crois quand même que, et ça serait vraiment le lieu pour en parler, c'est la récupération du terme libertaire. Oui. Et la manière dont d'ailleurs la notion, le concept de libéral-libertaire qui a été forgé par Kluskar dans une perspective éminemment critique pour montrer comment le capitalisme, c'est-à-dire, on va dire libéral, donc le libéralisme pouvait s'accommoder fort bien d'une pseudo-émancipation, mais réduite à l'épanouissement individuel des néo-petits bourgeois. Comment cette notion de libéral-libertaire a été récupérée après, mais comme quelque chose de positif, par Cohn-Bendit, voilà, qui a dit après je suis un libéral-libertaire, et Cohn-Bendit est un défenseur maintenant inconditionnel du capitalisme. Je l'ai encore entendu, et vous l'avez peut-être entendu il n'y a pas longtemps, un peu plus d'une semaine. Il y a eu ce Premier ministre de droite hongrois qui a voulu finalement imposer des lois. De droite, t'es gentil. Oui, de droite, oui, mais alors, il a voulu imposer des lois, très réactionnaires, mais ce qu'on lui reproche, c'est de se foutre de l'Europe, de ne pas obéir à la communauté européenne, entre guillemets, c'est-à-dire à Bruxelles. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il lui reprochait, c'est pas le contenu des lois, c'est le fait qu'il s'assoit sur les dictates de la communauté européenne. Alors, il y a eu une intervention remarquée de Cohn-Bendit au Parlement européen, où il est entretenu, logé, nourri depuis des années. Il faut dire que c'est un parasite, qui vit de sa renommée 68 arts depuis des années. On peut dire, comme beaucoup, il n'est pas le seul. Celui-là, c'est un gros parasite, très visible et très bruyant. Et voilà ce qu'il a dit. Je le cite de mémoire. Monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, Orban. Il était là, Orban, il était venu. Monsieur Orban, l'Europe n'est pas une carpette, n'est pas un tapis sur lequel on peut s'essuyer les pieds. L'Europe est une maison commune que nous construisons en commun. Voilà ce qu'il a dit à... alors c'est pour ça que j'ai eu un lapsus avec carpette, parce qu'en matière de tapis, il y a une carpette notoire au service du capital, c'est quand même les Verts. Il faut bien le savoir, c'est une carpette verte, certes. Ces gens-là, il faut les voir en Allemagne comme ailleurs, et puis demain en France, aujourd'hui dans les municipalités. Ils sont vraiment à la solde de ce qu'on appelle le capitalisme vert, le recyclage écologique, avec les nouveaux marchés, etc. On voit Bouygues, on voit Vinci, enfin moi je suis dans l'urbain, on les voit partout les verts, et on voit partout les mêmes entreprises. Donc, et il faudrait peut-être aller voir de près le financement des partis aussi. Ils sont plus à droite que Roosevelt. Alors, la récupération du mot, pour en revenir, libertaire, elle pose problème, parce que, justement, ici j'en profite, pendant très longtemps, il y a eu un imposteur qui avait pignon sur rue parmi les anards français, qui est un imposteur de premier ordre maintenant, c'est Michel Onfray, qui fait l'éloge maintenant d'un capitalisme libertaire, qui trouve le moyen d'être encensé dans le journal Le Point, par Franz-Olivier Gisbert. C'est celui qui va, alors que Sarkozy était ministre de l'Intérieur, avait intensifié la répression, va discuter pour Philo, Magazine, Place Beauvau, de l'existence de Dieu et la différence entre le bien et le mal, avec Sarkozy, qui sort des phrases du genre, moi je les ai là, je peux vous les citer, je ne vais pas vous les citer de mémoire, parce que celle-là, je voudrais quand même, c'est pour les auditeurs de Radio Libertaire, parce que tout de même, moi, ça commence à me gonfler, d'entendre, voilà ce qu'il a... Il a fait une lettre ouverte, rappelez-vous peut-être, pour ceux qui ont la mémoire pas courte, le 25 novembre 2009 dans Le Monde, à Sarkozy, pour mettre les cendres de Albert Camus au Panthéon, et voilà ce qu'il dit: en agissant de la sorte, monsieur le président, il s'adresse à Sarkozy, lettre ouverte, vous serez à l'origine d'une révolution, d'une authentique révolution, qui nous dispenserait d'en souhaiter une autre. C'est écrit noir sur blanc dans Le Monde, la dernière en date. Je dirais la dernière, c'est pas possible. Parce il a dit qu'il était lui-même capitaliste, qu'il voulait aménager le capitalisme. Il a dit d'ailleurs, je suis pour un capitalisme libertaire, et voilà ce qu'il dit. Capitalisme libertaire, voilà, c'est ça. Et la raison est la suivante, et ça je peux vous donner les références puisque je les ai là. Le capitalisme est aussi vieux que le monde et durera autant que lui. Alors, ce qui pose un problème, pour moi, c'est pas qu'il y ait des imposteurs, il y en a toujours eu. C'est qu'il y ait tant de gens qui se laissent gruger par les imposteurs.
Il y a un gros problème d'esprit critique et de réveil. Hein, je veux dire que, je me rappelle, à la fin de 2009, il y a eu un hors-série du Monde libertaire. On a demandé quelle alternative au capitalisme et à la social-démocratie. On a demandé à répondre à plusieurs lecteurs. Alors, parmi les réponses, il y avait la mienne, mais il y avait celle de Onfray, qui fait l'éloge d'un capitalisme libertaire. Il faut quand même le faire. Alors, il faut quand même le faire de la part d'Onfray, mais il fallait quand même le faire de la part des responsables du Monde libertaire, qui ferait bien de faire un jour une autocritique quand même, parce que moi, j'en avais marre de voir à Publico les piles. Je sais bien que ça contribue, ça se vend, c'est bien, ça permet l'équilibre de la librairie, mais c'est une honte qu'un personnage pareil puisse continuer à avoir... Que maintenant, ils sont censés en train de raconter des... Faut voir les conneries qu'ils racontent sur ça. Moi, je suis pas un sartrien inconditionnel. Hein, me faire passer... Alors, j'aime bien maintenant... en toutes lettres, le gros bouquin qui vient de sortir... Hein, chez Fayard, je crois, ou chez Grasset, chez Fayard, hein, à la gloire de Albert Camus, hein, Camus socialiste libertaire. Camus n'a jamais été libertaire, il n'a jamais été socialiste. Toutes les biographies sérieuses, qui d'ailleurs sont pas faites en France, en général, c'est bien des États-Unis d'ailleurs, il n'a jamais prétendu l'être. Il n'a jamais prétendu l'être, Camus. Mais voilà, maintenant, monsieur, comment dirais-je, monsieur Onfray utilise Camus, hein, pour se positionner lui-même dans les médias et ailleurs. Il y a le même détournement avec Nietzsche, hein, son fameux Nietzschisme de gauche, qui a un tout petit opuscule là-dessus. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est raconter l'histoire de la philo en passant allègrement par-dessus Platon, Kant et Hegel, et en allant ressortir exhumé de vagues penseurs, vaguement libertins, sympathiques, hein, mais bon, qui sur le plan théorique n'apportent pas grand-chose au schmilblick. Là, c'est vraiment de la posture. Non, on va pas perdre trop de temps à parler d'Onfray plus que de Gluskar, mais c'est bien l'intervention de Jean-Pierre parce qu'elle relance la réponse à la question la plus importante à travers celle des auditeurs là, c'est pourquoi il en veut au libéralisme libertaire, Gluskar? En fait, il y a libéral, on comprend, mais pourquoi il en veut au libertaire? Là, je fais une intervention, je ne vais pas être trop abstrait, mais tout de même, encore que j'ai vu qu'il y a des auditeurs de Radio La Patrie qui sont très exercés. Et simplement, c'est comme pareil au libertaire qu'on va me brandir que l'anarchie est un mot sacré qu'il faut pas critiquer. Je veux dire, il faut le critiquer au sens, pas le détruire, loin de là, mais il faut l'examiner. Il déploie un spectre qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, comme beaucoup de mots abstraits et généraux quand on les laisse comme ça. Entre Louise Michel, hein, à qui je suis prêt à faire une subvention, faire une statue où on voudra, et entre Louise Michel je m'entends, et dans les mémoires, hein, et dans l'exemple, et les libertariens de l'Oregon là, qui attendent l'inspecteur des impôts avec un fusil parce que l'individu c'est sacré, les impôts, la société c'est de la merde, il y a que moi. Bon, je veux dire, tout ça peut se réclamer de l'anarchisme. Et puis ça minarchie d'ailleurs. Céline est un anarchiste de droite. Je veux dire, c'est bien connu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est tellement prisé par les libéraux, les libertaires, à commencer par Solers. Donc je veux dire, il y a pas de sacré là-dedans. Hein, je veux dire, c'est comme si on me disait je suis anti-gaulliste. Ouais, bravo, moi aussi j'ai voté contre lui toute ma vie. Ah oui, mais c'est parce que je suis pétainiste à l'Algérie française que je suis anti-gaulliste. Faut pas laisser les mots comme ça dans le vague, parce qu'on peut arriver non pas à une différence, mais à une inversion complètement. Or, il y a une utilisation fascisante du libertarisme. Et que le capitalisme, et là je reviens à ton histoire de récupération tout à l'heure, en 68, le mécontentement très bien modélisé par Jean-Pierre tout à l'heure, entre les aspirations de nouvelles couches montantes verrouillées par un débouché politique qui n'a pas lieu en France en particulier, je veux dire, va être récupéré et retourné, c'est-à-dire que ce mécontentement va être aligné sur le vieux mécontentement de droite que j'ai annoncé tout à l'heure, contre le progrès, et ça va donner un certain discours écologisant, contre le progrès, contre la société, contre la consommation, contre malthusianisme, contre le fait qu'on soit trop nombreux. Regardez Lévi-Strauss, qui est presque marxisant au début de sa carrière, et qui à la fin n'est plus qu'angoissé que par le fait que l'humanité fait trop d'enfants et qu'on ne pourra jamais nourrir tout ça. Revenant à l'idéologie de cet inspecteur du travail anglais que critique Marx, et qui disait, quand on voulait augmenter les salaires, c'est pas en multipliant les cuillères qu'on aura plus de soupe. Marx disait, cet imbécile a oublié que la quantité de soupe pouvait augmenter quand même. Jean-Pierre? Oui, mais moi, on va pas entrer dans le débat sur l'écologisme comme idéologie et le fait que le mode de production capitaliste est effectivement un mode de destruction au plan écologique.
Je dis bien de destruction de l'environnement naturel, destruction des ressources. C'était moins pour parler de l'écologie que de je parle de l'écologisme comme idéologie. Et un libertarisme d'extrême droite aussi. Oui, parce que quand on dit le progrès, l'idéologie du progrès, autant on peut si le mot progressisme veut dire quelque chose qui va dans l'épanouissement, l'enrichissement des individus et l'émancipation collective, c'est une chose. Si on dit que le progrès de la technique, quelle technique? Le progrès de la science, quelle science, au service de qui? On peut parler, alors là, pour tout à l'heure, quand tu disais, oui, le progrès, c'est, de jeter bas les barrières par rapport à la nature. Moi, je dirais que l'artificialisation du monde, que l'on observe depuis le début du capitalisme, n'est peut-être pas un progrès au plan éthique, politique et philosophique. On peut très bien avoir faut pas confondre. Moi, c'est pour ça que j'utilise comme un autre sociologue qui s'appelle Alain Beer, j'utilise le mot avancée des sciences et des techniques, mais avec maintien des rapports de production, ça provoque régression au plan politique, absolument, au plan social, au plan civilisationnel. Quand on est en train d'étudier à Grenoble des nanotechnologies pour les implanter dans le cerveau. Alors on dit c'est pour permettre Alzheimer aux gens de vivre plus longtemps, mais on sait qu'aussi on apprend aussi à dresser les prisonniers, qu'on est en train de mettre en place toute une série de dispositifs de contrôle de plus en plus sophistiqués, les puces RFID qu'on intègre absolument partout pour tracer. Alors on dit c'est pour suivre pareil les vieux qui se perdent, les malades, etc. C'est aussi le traçage des individus dans leur vie quotidienne. Je veux dire que quand c'est le commissariat à l'énergie atomique, avec l'État, là on a le capitalisme monopoliste d'État, on a les firmes privées qui sont dans l'industrie nucléaire, et on a l'État qui est derrière. Ils ont changé de nom. Ils n'ont pas changé de nom. Vous tapez CEA. Avant, ça voulait dire commissariat à l'énergie atomique. Oui. Mais vous avez un autre site, c'est CEA aussi. Ça, c'est pour les écolocrates. Ça, c'est commissariat aux énergies alternatives. Et derrière, on a quoi? On a, je citais tout à l'heure, GDF Suez, qui fait d'un côté des éoliennes et de l'autre côté des centrales nucléaires. Vous voyez, ils ont de fer au feu. L'écologie, je dis comme terrain, est un parfait point d'appui pour renouveler à la fois au plan économique la dynamique du capitalisme et deuxièmement sur le plan idéologique pour recréer du consensus. Parce que sauver la planète, tous ensemble, personne n'est coupable, nous sommes tous responsables, triez vos déchets et puis on continue. Et moi je préférais qu'il y ait de moins en moins de déchets. Je veux dire pour revenir un peu à Kouskar, qu'il y a des scènes désopilantes où il montre, il met en scène, parce que ça c'est aussi son côté molièresque, il met en scène le hippie en charognard de la misère rurale. Il y a un passage célèbre durant le Capitalisme de la séduction sur la maison de campagne, où là, on voit le quadra technocrate et son fils hippie qui communient dans les nouvelles valeurs de ce espèce de retour à la terre. Là, c'est des scènes vraiment désopilantes et ça dit tellement l'époque. Parce que effectivement, ces marginaux hippies, pour qu'il y ait une faut qu'il y ait une page, et cette page-là, c'était papa qui la faisait, c'est que ça soit clair. C'est d'où d'ailleurs la vieille. Papa qui la faisait en exploitant la classe ouvrière. En exploitant la classe ouvrière, oui, tout à fait. Je sais que je suis en dette vis-à-vis des auditeurs de Radio Libertaire par rapport à une brève description du parcours de Michel Kouskar. Disons que ce qui me semble important au-delà des conjonctures personnelles. Et je ne veux pas faire d'ouvriérisme par là, mais parce que ça a un sens, il me semble, c'est que Kouskar vient d'un milieu vraiment très très défavorisé. Ça a un rapport avec les mines de Carmaux. Et effectivement, après avoir un parcours universitaire assez compliqué, où il écrivait pendant une dizaine d'années sa grande thèse, Lettres et le Code, en étant pion, tout simplement, dans un lycée, je sais pas quel est le terme maintenant, mais voilà. C'était maître d'internat. Voilà. Et puis après, c'est un parcours qui l'a amené à être même professeur d'université en sociologie à l'université de Poitiers. Donc mais bon, là où justement je fais pas d'ouvrier, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vu à peu près tous ces milieux-là, et d'où justement son regard balsacien, son œil acéré sur toute la communauté humaine, dans toutes les classes sociales, il la connaît par cœur. Et d'où aussi son espèce de méfiance de classe, au bon sens du terme, vis-à-vis je pense à un Althusser qui était véritablement une espèce de marxisme mandarinal complètement coupé d'ailleurs même de la lecture des textes, avec un plaquage ésotérique, un détournement de Bachelard, notamment la coupure épistémologique. Moi, ce qui me frappe, chez Kouskar, et d'ailleurs je trouve qu'il est absolument sympathique dans son œuvre, c'est qu'il a cette méfiance-là vis-à-vis des maîtres penseurs de l'époque.
Et ce qui en fait un itinéraire singulier et qui explique aussi c'est ça qui explique véritablement sa marginalisation, parce qu'effectivement, elle n'est pas forcément due à des phénomènes de l'édition, je suis bien passé pour le dire, ou alors même, on peut parler de ses émissions sur Apostrophe, et il y en a eu d'autres, mais c'est clairement qu'il s'est mis il était marginalisé y compris même du marxisme de la chair, comme on dit, de la chair avec un E. Hein. Voilà. Et autre chose, pour comprendre bien le parcours de Kouskar, donc c'est différent. C'est comme il est né en 1928, il est mort en 2009, et 68, il a 40 ans. Donc c'est-à-dire, il atteint l'âge d'homme, ça coupe sa vie, comme on pourrait dire, comme un hémistiche dans un verre. Hein. C'est vraiment donc ce qui est intéressant, c'est qu'il vient aussi. Lui, il a connu véritablement la France de cette misère, vraiment d'avant le plan Marshall. Il s'est et en même temps, il est ancré quand même dans une réalité qui est celle de réalité républicaine du pays. Et donc, il a vu à peu près tous les changements de mode de production, tout ce que ça impliquait. Et ce que je voulais dire aussi, j'ai l'impression que peut-être l'auditeur pourrait mal comprendre, mais qu'est-ce qui se passe après mai 68 fondamentalement, et là je ne crois pas démentir Kouskar, après 68, c'est la victoire, c'est la défaite de ce qui a été historiquement les deux forces de la résistance que sont communisme et gaullisme. C'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Ça se mesure. Hein. Les deux forces politiques qui déclinent à partir de 68, c'est gaullisme à droite et communisme à gauche. Ouais. Donc le champ est libre pour ce qu'on a actuellement. Qu'on n'appelle pas ça une révolution, moi j'appelle ça une contre-révolution. Le champ est libre pour l'atlantisme. Pour être clair. Indépendamment du fait qu'il y a eu la plus grande grève de l'histoire de France, et ça c'est indéniable. Mais effectivement, le résultat est là, c'est le déclin de ces deux grandes forces. Et après, une sorte de pacte tacite qui se met en place après 68, c'est la droite gère l'économie et la social-démocratie s'en tire en sociétale à la libération des mœurs, mais c'est celle qui coûte pas un sou au capital. Parce que une libération des mœurs, ça aurait dû être un heureux complément de la libération sociale. Mais quand elle est là comme cache-sexe, qu'on va vous dire, par exemple, on va vous donner un pâture, le fait de dire, on dit Madame la Ministre, et qu'on fait rien pour la condition des femmes, des ouvrières de ce pays, c'est ça qui est absolument répugnant. C'est ça l'usage de ce sociétal. Si Jean-Pierre, si on ne change pas les rapports de production, on dit Madame la Ministre, ça coûte pas un centime au capital, ce genre de réforme, il adore. Et oui, on peut même faire en sorte que Madame la Ministre patronne une politique de rigueur. Tout à fait. Alors, c'est ce que va faire. Vous voulez une femme, une femme noire. Vous avez Condoleezza Rice qui envahit l'Irak, il n'y a aucun problème, ça on le fait, on sait le faire. Toutes ces histoires de parité pour savoir si les dirigeants, on pourra mettre les dirigeants 50% d'origine, comme ils disent, immigrés ou femmes. Tiens. Si les rapports de production restent inchangés, ça fera une belle jambe, hein. Là, il y a un film qui va sortir, Margaret Thatcher. Les féministes devraient quand même faire attention à ce qu'elles racontent aussi. Hein. C'est n'importe quoi, ça. Parité pour devenir dirigeant, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je pense pas. Attends. Par rapport au film de Margaret Thatcher, je crois pas qu'il y ait vraiment des féministes qui défendent le film. Non, et par rapport à l'image. Non, moi je voudrais dire simplement un mot par rapport à la féminisation des termes qui effectivement, si ça en reste là, je vois pas l'intérêt, etc. On est tout à fait d'accord. En revanche, quand il y a une volonté de féminisation des termes et des métiers à l'intérieur des entreprises, il est évident que ça va pas du jour au lendemain changer des rapports égalitaires, disons, entre ouvriers et ouvrières, employés et employés et eux, etc. En revanche, ça peut quand même jouer sur les esprits. C'est pour ça que je parlais de complément du social. Hein, c'est-à-dire que là, ça commence par là. C'est des pas de fourmis, parce que je veux dire, on a quand même, tu vois ce que je veux dire. Voilà. En revanche, si tu veux, effectivement, si ça n'est pas accompagné par des luttes, etc., ça sera très joli. Ce sera très très joli, très rigolo. Soyons clairs, je suis le premier à m'en réjouir. Mais je constate que, non, je suis le second. Le premier, c'est le capital, parce que ça lui coûte pas un sou. Et donc, si les gens estiment qu'ils ont fait des avancées, etc. Non, c'est pas des avancées. Si tu veux, c'est de la mise en place de certaines choses qui permettent, par exemple, de parler de plus en plus du plafond de verre, pour n'employer que ce terme, et pour, effectivement, si tu veux, montrer aux femmes elles-mêmes, qui ne sont absolument pas dans la lutte, que 30% de la population ici, c'est-à-dire les femmes, sont payées moins que les hommes, et c'est elles qui se tapent les boulots précaires, les machins, les trucs, etc. Donc ça, c'est important à ce niveau-là. C'est important à ce niveau-là. Maintenant, évidemment, si c'est simplement ce constat-là et que ça reste, si tu veux, dans les petits bilans, et puis c'est gentil, et puis ça s'arrête là.
Émeric. Oui, on sera d'accord, mais justement pour pas forcément parler à la place des féministes, je me souviens que j'ai eu une très bonne émission sur votre antenne. Femme libre, le mercredi soir. Avec notamment une des auteurs que j'ai eu le plaisir de publier, ici, Jocelyne Georges, qui a fait un livre sur les féministes de la CGT, et donc l'histoire du magazine Antoinette. Et ce qui m'a personnellement enthousiasmé dans cette émission, c'est qu'elle montrait qu'il y avait quand même une problématique de classe au sein même du féminisme. Tout à fait. Elle montre bien que, alors que la CGT prenait justement une diminution du temps de travail pour les femmes, il y avait à l'époque un certain nombre de bourgeoises qui disaient mais non, le mot d'ordre ça va être il faut travailler autant que les hommes. Et elle disait aussi dans les années 70, alors qu'on parle, là où on avait le mot féminisme à la bouche, au contraire la condition des femmes ouvrières, c'est là où il y avait le plus de fermetures d'usines, et c'est là où elles s'en prenaient plein la figure. Mais il y a eu énormément, si on parle cinéma, il y a eu énormément de choses qui ont été faites justement par rapport à ça, ne serait-ce qu'à part ce qui s'est passé, si tu veux, à LIP. Il y a eu des films remarquables, Christiane et Monique, etc., de Carole Roussopoulos, qui parlent tout à fait justement de ce qui s'est passé et des rapports de genre à l'intérieur des rapports de classe. Et je veux dire, si on n'a pas, si tu veux, cette analyse-là, que ça soit à tous les niveaux, s'il n'y a pas, comme tu disais tout à l'heure, une autocritique par rapport à des termes qui sont employés comme ça, bon, on n'avancera pas, hein, ça c'est clair. Oui. C'est pour ça que c'est important de travailler sur les concepts, et c'est pour ça que Kouska me semble important, et seulement quand il parle de l'utilisation du sociétal et du social, il faut bien voir leur implication dialectique, leur imbrication. Mais alors, l'utilisation du sociétal comme cache-sexe à la régression sociale, c'est tout le contraire d'une condamnation du sociétal. Ouais, c'est une condamnation de ce mauvais usage sociétal qui consiste à s'en servir pour faire barrage aux avancées sociales. Ce qui est le cas de l'idéologie dominante. Il faut bien dire que le terme même de sociétal est contemporain de ce mouvement. Ça n'existait pas avant. Bien sûr. Cherchez dans les dictionnaires d'avant 68, vous ne trouverez pas sociétal. C'est comme ceux que le môt résistance gêne, ils ont fait résilience. Hein. Oui, je laisse ça au psychanalyste. Joli mot. Je suis pas compétent. En revanche, je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le terme anarchie, qui effectivement recouvre quelque chose d'extrêmement large. Simplement, il faut aussi, à mon avis, revenir toujours sur les définitions, comme il faut revenir sur le mot fascisme aussi, parce que ça recouvre pas mal. Parce que quand tu dis ce flic là, regarde là, c'est un facho ce mec là, ça veut rien dire du tout. Donc faut revenir aux définitions. Le terme anarchie, si tu veux, si on parle des libertariens aux États-Unis, ce sont évidemment, ils se disent parce qu'ils sont contre l'État. Mais ça veut dire quoi être contre l'État? Très bonne question. Est-ce que ça veut dire qu'on est aussi contre l'exploitation, contre la domination? Non, eux, ils sont tout à fait pour l'exploitation et la domination. 15 secondes, je réponds à ta question. D'être contre l'État. Quand je ramasse des champignons, ça m'arrive souvent, parce que j'ai trop vécu dans les pays où il n'y en a pas. Je vais ramasser les champignons, je vois marqué propriété privée, champignons interdits. Tu ramasses les champignons. Walou pour moi, hein. Non. Tu fais Si, quand il y a un j'y vais, mais ne le répète pas. Par contre, quand je vois marqué forêt domaniale, ma liberté est étendue. Ça veut dire qu'il appartient à l'État. Il y a donc deux sens d'État qui se contredisent. L'État, comme tu disais, le méchant qui me met un PV sur mon pare-brise, etc., ou l'État qui prend des mesures scélérates, comme on le voit en ce moment, d'attaque au pouvoir d'achat, à la TVA sociale, etc. Et encore, je préfère qu'on dise le gouvernement à ce moment-là. Et puis, il y a l'État volonté générale. Moi, je me bats pour que la volonté générale arrive au pouvoir et soit au pouvoir. La notion de volonté générale est très discutable. Non, mais je suis en train de la préciser, précisément. Oui. Donc, quand tu passes de l'un à l'autre, et elle a raison, Christiane, de dire il faut critiquer ces trucs-là. Quand tu passes de l'un à l'autre sans crier gare, c'est que tu essayes de pêcher en eau trouble. Il ne faudra pas faire déjà D'où une question d'un auditeur dès le début de l'émission, je reviens parce qu'il faut quand même lui répondre, c'est si tu veux, il dit pourquoi son impression, donc, c'est que Kluskar, à la fin de sa vie, alors je vous donne tel que brut, a défendu l'État. Mais je viens de répondre, si c'est l'État qui met forêt domaniale, ça veut dire là, je n'en suis pas exclu, tu n'en es pas exclu, l'auditeur qui me pose cette question n'en est pas exclu non plus, il peut aller pique-niquer avec sa copine et ses enfants, je veux dire, c'est tout le contraire de l'État répresseur. Donc, le capitalisme a intérêt à jouer sur sa propre haine, à lui, capitaliste de l'État, je reviens à ton exemple du libertarien américain, et puis tu écoutes BFM, c'est contre l'État toutes les 10 secondes, contre la France, contre l'État, contre la France, contre les Français, contre l'État, contre les Jacobins, enfin bref, on sait bien que tout le goulag, le BFM, vous en conviendrez. Le goulag, le nazisme, le fascisme, tout
vient, on le sait bien, du modèle français. Bon, bref. Donc, de la République, quoi. Donc, entre cet État-là, l'État que le capitalisme a intérêt à critiquer parce qu'il est la libre entreprise, il faut jamais oublier, au départ, ce sont des voyous qui prennent des petits ports en Angleterre, parce que même la monarchie anglaise, c'est déjà trop légiférant pour eux, hein. Ils veulent que tous les coups soient permis dans des zones portuaires. C'est ça l'origine du vrai capitalisme. Et on le retrouve encore aujourd'hui avec la position en Angleterre, soit en passant. Eh bien, je veux dire, cet État-là, ce n'est pas l'État que critique cet auditeur, et il a raison de le critiquer, qui est l'État répressif, régressif, et voilà, et liberticide, et paupérisant. Donc, je veux dire, je suis désolé, j'ai donné un exemple avec De Gaulle tout à l'heure, je peux être contre De Gaulle parce que je suis pétainiste, c'est pas une garantie de démocratie. Et inversement, je peux être pour l'État, mais bien défini comme la volonté générale, c'est-à-dire qui nous inclut tous, et non pas comme étant un gouvernement qui est au-dessus de nous et qui se passe de nous. Ce qui est pas du tout pareil, mais ça c'est un vieux débat entre le jeune Marx, qui n'avait pas lu du tout les textes de jeunesse de Hegel, et qui redevient hegelien. Je suis le contraire d'Althusser pour ça, mais on va pas embêter les auditeurs avec ça. Mais Marx a bien vu, dans le critique de programme de Gotha et d'Erfurt, je veux dire qu'il fallait pas non plus laisser l'État comme une déliquescence. Oui, enfin, si on commence on peut pas le faire parce que ça a été fait, ça fait depuis des décennies, ça continue. Les relectures de Marx, on peut toujours puiser dans ses écrits une chose et son contraire. Il a beaucoup écrit. Hein. Oui, moi j'ai lu, les dernières fois que j'ai lu Marx, c'était les 4 tomes de la Pléiade. Alors évidemment, Maximilien Rubel, qui n'était pas en odeur de sainteté dans le marxisme d'appareil, lui montrait que Marx était en fait profondément anti-étatiste. Surtout à sa jeunesse. Et surtout quand quand il y a la Commune, il n'était pas si jeune durant la Commune de Paris, quand il a dit le communisme. Finalement, le voilà réalisé, c'est la Commune de Paris. C'était quoi? C'était l'auto-organisation de la classe ouvrière, où les représentants et les représentés, il y avait plus de clivage, puisque les représentants étaient sous contrôle permanent de la dite classe ouvrière. C'était la rotation des tâches, c'était l'institutionnalisation du pouvoir de classe dès la Révolution française. Il y a des tas il y a la définition de l'État comment dirais-je, je répète, institutionnalisation d'un pouvoir de classe. La bourgeoisie ne pourrait pas se reproduire s'il n'y avait pas l'État. L'université, ça sert à reproduire les classes dirigeantes, il faut quand même bien le savoir. L'idée, c'est pas de si on est vraiment anarchiste, on dit il faut pas réformer l'université, il faut la fermer et trouver d'autres modes d'enseignement. Moi, je cache pas mon engagement. Pour moi, j'ai vécu suffisamment dans certains pays dits socialistes. Celui où j'ai vécu le plus longtemps, c'était Cuba. Bon, les gens confondaient, comme en France, ils n'ont pas confondu longtemps les Cubains, propriété d'État des moyens de production et appropriation collective. La propriété d'État, quand c'est aux mains d'une bureaucratie incontrôlable avec un parti unique et la répression, je peux vous dire qu'elle est aussi privative au sens propre du terme pour les travailleurs qu'une propriété privée, parce qu'elle est prive de tout pouvoir. Moi, je ne suis pas ici pour faire l'éloge de l'État avec un grand E. Simplement, il est évident qu'il y a un anti-étatisme de droite et un anti-étatisme de gauche qui est représenté par le mouvement, enfin je disais la mouvance anarchiste. L'État comme institution séparée qui permet soit à une classe dirigeante de se reproduire, soit à être le berceau d'une nouvelle classe dirigeante, comme on l'a vu avec les nomenclatura apparatchiks et tout, ça n'est pas un progrès, pour moi. Ça n'est pas un progrès. La propriété est état des moyens de production, c'est bien gentil, mais si ça ne donne pas une once de pouvoir en plus aux travailleurs ou aux usagers, d'ailleurs, entre parenthèses, ça n'est pas un progrès. Hein, pour moi, ça n'a... Et tout le prouve. Hein, et un des grands échecs, une des grandes raisons de la popularisation des régimes dits socialistes parmi la population était ça. C'est qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas au pouvoir. Ils savaient très bien, moi j'étais en Allemagne de l'Est pendant un certain moment, en Pologne, enfin bon, personne, les gens, évidemment, une fois qu'on avait leur confiance, ils savent très bien, d'ailleurs il y avait quelque chose de symptomatique, quand ils regardaient la télévision et voyaient un dirigeant, ils disaient toujours « il ». ILS, en parlant. Ils disent ça, ils. Sous-entendu, c'est pas nous. Bon, c'est très clair, faut quand même... Bon, non, on a une divergence. Pour moi, je ne suis... Et c'est pour ça que je suis contre les alter-mondialistes, que j'appelle les alter-capitalistes, qui rêvent d'un retour à l'état social, outre que c'est impossible. Le capitalisme, dans la crise actuelle, ne peut pas dégager à nouveau les profits, et surtout la plus-value qui va permettre de financer une partie de j'allais dire du welfare, comme on disait jadis. Mais en plus, les gens qui rêvent d'un État, les Mélenchon et compagnie, Attaque et compagnie, même au monde diplôme, bon, pour moi, c'est irréaliste. Le capitalisme ne peut pas revenir à l'état social. Et l'état social, il était le résultat d'une conjoncture donnée où la bourgeoisie avait la trouille. Ça a été dit tout à l'heure. La trouille de la révolution, il valait mieux. Vous savez très bien que les premières lois sociales d'un état capitaliste, elles sont venues de Bismarck, qui était un régime totalement autoritaire.
pas réactionnaire. Il était progressiste dans un sens, il allait dans le sens du progressisme. Je crois qu'on est 100% d'accord. Non, on n'est pas forcé d'être d'accord. Sur ce point-là, oui. Bon, moi, je suis en train de critiquer ceux qui ont ta critique légitime de l'État, au fond, et qui se la font récupérer par un discours droitisant. C'est l'État le contre-État du petit Poujado et celui ou le libéral. Son idéologie de proximité. Quand vous lisez Le Point, effectivement, ils sont contre l'emprise de l'État, mais c'est très simple, c'est pour laisser. Non, ce qu'ils demandent, c'est un État qui dérégule encore davantage. Parce que c'est faux de dire que l'État n'intervient pas. Le néolibéralisme, c'est une politique. On appelle ça gouvernance maintenant. On dit plus gouvernement, c'est trop politique. Gouvernance, c'est un terme qui est importé du management des entreprises. C'est pour ça que ça a été piégé, tu viens de le partenariat public-privé. Il faut bien se renouveler. Hein. Oui, il faut changer les choses. Voilà, exactement. On change les choses dans un sens régressif. Alors, cette histoire de Kouskar et de l'État, ça me fait penser à une anecdote. Je sais pas, vous connaissez Pierre Bell, c'était une sorte de précurseur des Lumières. Il parle d'une anecdote sur l'enfant et la dent en or. Et on avait dit dans le Royaume de France qu'un enfant avec une dent en or, et ça suscite des débats jusqu'en Sorbonne, et les gens s'écharpent avec des arguments théologiques à n'en plus finir, et puis au bout d'un moment, quelqu'un qui va se demander, il va aller vérifier quand même qu'est-ce qui se passe sous la dent en or, et puis il gratte et il voit que c'était de la poudre ou quelque chose comme ça. Bon, c'est la même chose pour Kouskar et l'État. En fait, ça, je vois bien d'où ça vient, parce que je pense que c'est un auditeur qui a dû regarder simplement la fiche Wikipédia, Oresco Reference de Michel Kouskar. Wikipédia, c'est le contraire même de l'encyclopédie à la Diderot. C'est une encyclopédie fondée sur la main visible, sur les énergies individuelles, mais évidemment de ceux qui ont les moyens de passer tout leur temps sur Internet. Et j'avoue que moi, malgré tout l'intérêt que j'aurais à développer cette page, je ne le fais pas parce que je pense que c'est peine perdue par rapport à toutes les imbécilités qui traînent sur le web. Et c'est pour ça que je préfère me consacrer à publier des livres, parce que ça, c'est du papier, ça reste et ça doit être défendu. Pardon d'avoir un point de vue un peu corporatiste et défendre la profession. Mais voilà. Il l'a dit. Donc oui, j'ai vu un truc genre Kouskar défend l'État à la fin de sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, moi j'aimerais bien qu'on là, de ce point de vue-là, autant je suis d'accord avec Jean-Pierre quand il dit Marx, il y a des contradictions peut-être. Enfin, je veux dire, il y en a certaines en tout cas. Mais ce qui est important, c'est de faire du marxisme appliqué. Bon, de toute façon, et puis c'est vaste le marxisme. Hein, c'est ça qu'il faut, surtout au XXe siècle. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, pardon, mais la Kouskar ne diffère pas d'un marxiste de base. Alors oui, Kouskar n'est pas anarchiste. Effectivement, la conception de Marx de l'État et la conception, enfin au moins des marxistes de l'État et la conception des anarchistes, elle diffère sur différents points, même si elle converge par certains autres. Et je ne fais pas aucune démagogie là-dessus. Mais voilà, c'est tout simplement ça. Donc j'ai l'air de rire, pardon, mais on va rassurer cet auditeur qui a peur des rapports de Kouskar et l'État. Anecdote, Kouskar, 61 ans, il avait fait son service militaire au bataillon de Joinville parce que c'était un grand sportif, là, où il y a les meilleurs sportifs de France. Oui, on l'a pas dit, ça. À Vincennes, voilà. Tu as vu, il était finaliste de 100 mètres. Et, juste après la guerre. Et alors, à 61 ans, il y allait encore par fidélité. C'est un paradis pour les sportifs. Il continuait à faire le mur. Vous voyez, lui, soi-disant partisan de l'État, alors qu'il avait 100 fois les moyens de payer, mais c'était une habitude de resquiller, comme quand il était à l'époque service militaire. Il s'est fait pincer par un vigile qui a dit, enfin, monsieur, et il lui a dit, je suis docteur d'État, il y a eu Sartre dans mon jury. Il n'a pas pu s'empêcher de dire avec son accent de Toulouse, j'aurais voulu voir la tête du vigile. Non, mais c'est tout le contraire de quelqu'un qui calcule de l'autorité, Kouskar. Mais c'était une provocation quand il y a des pages ou des passages où il dit du bien de l'État avec un grand E, dans la graphie, hein, pas dans la pensée. Mais c'était pour prendre le contre-pied de ceux qui se font passer pour des libertaires et qui sont en train de construire le néolibéralisme. Ah bah oui, c'est tout. Les derniers textes c'est là qu'on est d'accord. Lorsqu'il est question de l'État, il était nostalgique, comme beaucoup. Je parlais tout à l'heure d'attaque, etc. Il y a plein de gens de bonnes intentions. Il est nostalgique de l'État social, comme on dit, ou de l'État protecteur. Attends, État social en Italie, ça veut dire quelque chose? C'est très lourd. En France, État social. Hein, tout le discours des altermondialistes, que j'appelle altercapitaliste, je vous l'ai dit, et je peux vous dire pourquoi. Mais c'est l'État social. À chaque fois, c'est le monde diplomatique, les théoriciens, leur don, tout le bazar. Jacques Sapir, je prends toutes les plumes, j'allais dire, l'alternative, qui est une alternative, altercapitaliste, pourquoi? Parce qu'un autre monde capitaliste est possible, ou un monde autrement capitaliste, mais certainement pas, pour eux, un monde autre que capitaliste. Ça, voilà pourquoi je les appelle altercapitalistes. Entre
Entre Vichy et Las Vegas, l'air devient irrespirable. L'atmosphère est dégueulasse, les saloperies considérables. La violence et la corruption soulignent la vulgarité de ces rires sans interruption qui leur servent d'identité. Entre Vichy et Las Vegas, les masques finissent par tomber. C'est encore au nom de la race qu'on brutalise l'humanité. Pour des chiens, et les chiens se prennent pour des loups. C'est sous les chants des miliciens qu'ils mettent la pensée à genoux. La mégalo publicitaire, narcinique et tout à l'ego, crée les illusions nécessaires au consentement du troupeau. Entre Vichy et Las Vegas, les masques finissent par tomber. C'est encore au nom de la race qu'on brutalise l'humanité. Les banquiers ont mis en place leur pantin, un abominable, et comme ils mènent leur guerre de classe, ils se sentent invulnérables. Je ne veux pas de leur enfer, même des miettes seraient de trop. Maintenant, le paradis sur terre, c'est simplement ce qu'il me faut. Entre Vichy et Las Vegas, les masques finissent par tomber. C'est encore au nom de la race qu'on brutalise l'humanité. C'était Fred Alpi, Entre Vichy et Las Vegas. Vous êtes toujours à l'écoute des Chroniques Rebelles de Radio Libertaire 89.4 et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales, 01 43 71 89 40. Oui, alors avant de relancer le débat, moi j'aimerais, Aymeric, que tu nous dises à nouveau, parce que les auditeurs et les auditrices n'ont pas forcément le temps de noter le titre du DVD, où est-ce qu'on peut trouver le DVD, à Publico c'est certain, mais vous pouvez aussi le trouver ailleurs, et puis également les livres qui sont parus justement sur la pensée de Kluskar. Donc le titre du DVD, c'est Tout est permis mais rien n'est possible, un documentaire sur la pensée de Michel Kluskar. Donc ça se trouve dans toutes les bonnes librairies, d'abord, et aussi sur le site directement des éditions Delga. C'est commandable directement, soit par chèque, soit par carte bleue, système sécurisé, voilà. Donc on tape Delga, D-E-L-G-A, c'est tout ? DELGA ou édition Delga, on tombe dessus très facilement. Sinon, donc toute l'œuvre complète de Kluskar est en cours de publication chez Delga. Donc au catalogue, il y a déjà Le capitalisme de la séduction, Néofascisme et idéologie du désir, Le frivole et le sérieux, Critique du libéralisme libertaire, généalogie de la contre-révolution, La production de l'individu, qui est une partie de sa thèse L'être et le code, donc qui va suivre. Et dans les livres à paraître, il y a La bête sauvage, qui fait référence en fait à Hegel et sa conception du libéralisme. En fait, ça fait référence au libéralisme, La bête sauvage. Absolument. Et le fameux traité de l'amour fou, qui va apparaître bientôt. Fabien ? Oui, je signale aussi le petit livre d'Aymeric Monville, qui n'en parlera pas par modestie, qui est un petit livre qui... Aduzum Delphini, comme on dit. Qui résume... c'est joli, ça, tu peux le répéter à l'usage du dauphin. Voilà, qui s'appelle... Et autres cétacés. Qui s'appelle Le néo-capitalisme selon Michel Kluskar. Voilà. Chez Delga aussi. Oui, aussi. Delga également. Alors moi, je voudrais qu'on revienne sur la musique. Vous avez vu, ça passe très vite. Hein. Il nous faudrait au moins 4 heures là pour en parler vraiment un petit peu. Vous reviendrez. On va faire ça. Hein. Et puis, non, je voulais parler de la musique parce que moi, en regardant le film,
et je m'adresse là plus particulièrement à Dominique Pagani, c'est que tu dis, bon, je vais le dire très rapidement et brutalement, c'est-à-dire tu fais une espèce d'amalgame, tu dis le rock. Mais le rock, et tu dis que le rock, tu mets dedans le disco, le machin, enfin tu mets l'adobe et puis les choses intéressantes, excuse-moi, et puis tu dis ça n'est pas une musique populaire. Alors moi je suis pas du tout d'accord. Tu parles de quel rock ? Est-ce que tu parles des premiers rock en France ou est-ce que tu parles du rock en général ? J'ai pas compris. C'est pas pour faire plaisir, moi j'ai l'impression qu'il y a les bonnes questions, non seulement elles sont bonnes, mais elles sont bien posées aujourd'hui. J'ai répondu à ma place avec tes distinctions. Là, je n'ai plus qu'à faire la seconde moitié. Je ne parle justement pas du rock d'une manière globale, c'est tout le contraire. Je distingue bien le rock'n'roll stricto sensu, le rock'n'roll qu'on appelait dans les années 50, les Bill Haley, Elvis Presley, etc. Ray Charles avant Elvis Presley, mais voilà. Et mais c'est pas la même chose. Déjà, il faut faire une nuance entre Ray Charles et Elvis Presley. Elvis Presley, c'est vraiment, alors là, c'est vraiment redneck. Je parle pas du Ray Charles Soul, je parle du Ray Charles rock'n'roll, c'est-à-dire qu'il a écrit I Got a Woman pour être précis, qui est un des plus grands succès d'Elvis Presley. Oui, mais Elvis, et il ne pouvait pas le chanter parce qu'il était noir, je veux dire, et qu'il fallait que c'est un blanc qui le popularise. C'est pas sa faute là, c'était parce qu'il y avait le racisme. Tout à fait. Les tout premiers rock'n'roll. C'est Messi, c'est avant que les blancs s'en emparent. Et je vais même te dire, moi je fais plutôt l'éloge du rock'n'roll par rapport à ce qui a suivi, parce qu'il y a encore un contretemps. Je voudrais pas être trop technique musical, mais en même temps, ça n'est pas un peu musical. On parle d'idéologie et on se piège. Donc voilà, je ne fais pas le procès du rock en général. Je fais le procès d'une métrique qui peut s'appeler disco. Oui, tu parles binaire, mais qui peut s'appeler, une métrique binaire. Là, encore. Et tu oublies quand même certains groupes. Il y a des musiques que j'adore et qui sont binaires. Non, pour te montrer à quel point c'est beaucoup plus nuancé qu'on peut le faire à distance, mais c'est bien de le présenter comme ça. Ça me permet de faire tout. C'est plus que des nuances, des distinctions fondamentales. Bach est binaire, le jazz est binaire. J'adore le jazz. Pink Floyd n'est pas binaire. Alors non, mais j'y arrive. Une métrique peut être binaire, c'est-à-dire une des plus simples qui soit, mais peu importe si elle rattrape par une richesse harmonique ou de timbre. Je pense aux choses amplifiées qui ne me dérangent pas du tout. C'est un apport. Moi, je suis à l'affût de toutes les nouvelles sonorités, que ce soit en classique, en jazz ou ailleurs, ou dans les musiques du monde. Si on l'enrichit par des harmonies, par un travail mélodique, je pense à l'improvisation d'un Charlie Parker ou d'un Monk, du point de vue mélodique, c'est fabuleux. À ce moment-là, la métrique peut être binaire ou monotone, peu importe. Il y a l'équilibre. Mais quand tout est réduit, quand il n'y a plus que la guitare et la basse amplifiée depuis 60 ans à l'heure où je parle, je dénonce, pas autant un conservatisme, je dénonce un blocage au contraire. Quand les oreilles des jeunes, j'ai dirigé un centre de formation musicale financé par vos impôts, si je puis dire, parce que c'était l'Union européenne dans un des pays les plus pauvres du monde au sud du Sahara, et j'ai bien vu les réactions des Africains de la rue, parce qu'ils n'ont pas de quoi. Au Niger, au Niger, pour ne pas le citer, qui est un pays presque encore plus pauvre que le Mali, ça va peu dire, un PMA, pays les moins avancés pour parler dans le jargon des eurocrates. Eh bien, je veux dire. Encore que, je précise, que ce centre-là a pu se rapporter d'argent au Niger, que les projets agricoles corrompus, etc., et d'irrigation de fleuves, voilà, on en parle une autre fois. Et il y a un bouquin qui est paru aux éditions L'Harmattan sur ce centre qui s'appelle Griot et musiciens de la galère à la profession. Donc je connais un peu le sujet. Et j'ai eu des élèves africains, nigériens, qui ne connaissaient que Vanessa Paradis ou Michael Jackson, et qui jouaient Chopin et Debussy avec la larme à l'œil au bout d'un an dans mon centre. J'ai vu ça quand même. En disant, on était enfermés là-dedans, monsieur, parce qu'à RFI, on ne nous passe jamais ce que vous nous montrez. À RFI, institution de l'État français, précisément, je veux dire, on ne passe que du rock, de propagande, que du rock, alors au sens extensif maintenant, au sens qui englobe tout le binaire depuis les années 50 jusqu'à maintenant. Je veux dire, il y a eu un grand renfermement. Je fais exprès de prendre l'expression de Foucault pour la retourner contre lui. Le grand renfermement, c'est pas Descartes, c'est la raison. Le grand renfermement, c'est ce moment-là qui apparaît avec le plan Marshall, comme par hasard. Tiens, comme c'est curieux, on a parlé tout à l'heure de la métrique binaire, et on n'en sort plus. Vous êtes sur un rail, les mecs, vous n'en sortirez plus. Il n'est pas question d'aller écouter les ruptures d'un Beethoven. On ne sait jamais si ça va tourner à gauche, à droite, qui lui est contemporain tout de même de la prise de la Bastille, Beethoven. Et voilà, donc je veux dire, ce sont des enjeux importants que je suis en train de développer là. La musique de consommation populaire est bloquée sur un mode populiste. Alors le vrai populisme que je dénonce, celui-là, on le dénonce pas souvent, celui-là. Voilà, c'est ce ghetto dans lequel on a enfermé des millions de jeunes du monde entier pour qu'ils n'en sortent pas, parce que je crois qu'il y a un très gros enjeu dans la consommation musicale, un enjeu politique, soyons clairs, depuis toujours, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, c'est pas des problèmes indifférents. Je viens de participer à une émission sur les paroles de la Marseillaise au moment de la Révolution, ça comptait des choses comme ça. Voilà. Donc je veux dire, je fais pas du tout le procès
des musiques récentes, des musiques actuelles, comme on dit au ministère de la Culture, sans doute par antiphrase, parce qu'elles ont plus de 60 ans, je ne sais pas en quoi elles sont actuelles. Je suis en train de vouloir élargir, au contraire, l'horizon musical de la plupart des jeunes qu'on a enfermés dans ce ghetto et des jeunes pauvres, je précise, parce qu'un jeune japonais a tout le loisir de jouer de l'œuvre complète de Beethoven quand tu veux, ou de faire du jazz, ou de s'intéresser, j'en ai vu des Japonais, à la musique traditionnelle malienne. Oui, mais si tu veux, ce qui ressort dans le film, et ça je le regrette un petit peu, parce que justement, ça y aurait intérêt à ce qu'il y ait cette nuance que tu es en train de développer, c'est-à-dire qu'on a l'impression, je vais faire un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire que c'est aussi un reproche qui s'adresse à Emmerich, c'est-à-dire qu'on dirait que le rock n'est pas une musique populaire. Le jazz, oui. Alors moi, j'ai un peu de mal à avaler ça, parce que le jazz, pour moi, c'est une musique qui est quand même, qui s'adresse, pas tous les jazz, mais une certaine forme de jazz s'adresse quand même à une élite. D'une part, d'autre part, si tu veux, quand on parle par exemple du rock, c'est impossible de faire l'impasse sur le blues, qui lui est quelque chose, sans le blues, le rock, il n'existe pas. Donc si tu veux... Ni le jazz d'ailleurs. Ni le jazz. Mais si tu veux, cette musique-là, pour moi, elle représente quelque chose d'extrêmement fort au niveau subversif, j'entends. Pas tout le monde. Je te parle pas de la petite chanson qui est répétée et qui va dans des émissions de télé, etc. D'ailleurs, c'est très simple. Tu n'as qu'à regarder la télévision. Tout ce qu'on voit pas à la télévision est en général quelquefois intéressant. Ce qu'on voit à la télévision, c'est rare. Voilà, on est bien d'accord. Donc moi, mon impression, c'est que tu as fait un petit peu l'impasse. Donc sur ces nuances-là, d'autre part aussi sur le fait de la production. Il s'est passé quelque chose en France par rapport justement au rock qui est arrivé de Grande-Bretagne aussi, parce que là il y a et puis des États-Unis, et que si tu veux, les producteurs se sont dit oulala, attention là, on passe à côté de quelque chose, l'argent. Pas question, donc ils ont vite, si tu veux, récupéré. Ils avaient même pas les chanteurs, ils avaient personne, ils ont été chercher dans la rue, etc. Donc si tu veux, ils ont complètement, c'est des fabrications de savonnettes. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne est totalement différent. Parce que là, c'était aussi une musique, même si elle a été récupérée par la suite, mais au départ, même les maisons de production, si tu veux, avaient quelque chose où il y avait des revendications. Ça a vite été récupéré. À propos de récupérer, ça me fait penser encore à une des formules très elliptiques, assez géniale de Kouskar. Il dit, il n'est récupéré que ce qui est récupérable. D'où le fait, d'ailleurs, il y a plein de gens qui croient encore que Cohn-Bendit est quelqu'un qui a trahi la révolution, alors qu'en fait, son comportement était déjà puissamment... c'est si on revient justement sur 68, il faudrait parler de Jean-Pierre Duteuil, qui lui n'a pas trahi. Pour en revenir à la musique, un petit mot, ce Christiane, sur le jazz musique savante. Je voudrais juste dire une chose sur pourquoi est-ce qu'on parle de ça, et très rapidement, parce que c'est très plus intéressant ce que vous dites, mais simplement parce que effectivement, Kouskar en parle énormément dans le Capitalisme de séduction, et qui est notamment dédié à Dominique qui est là, et c'est pas pour rien parce que Dominique était, ça je trahis pas un secret, qui était derrière aussi sur ces questions-là. Donc c'est un rapport complètement avec l'œuvre de Kouskar. On n'est pas hors sujet. Voilà. Je fais une mise au point rapide. Effectivement, cet ouvrage m'est dédié, et de cette manière, à qui ce livre doit beaucoup. Là, je mets les choses au point. À titre posthume, je veux dire, je dois 1000 fois plus à Kouskar, qui ne m'a jamais dit. Il n'y a que dans le domaine musical où j'ai apporté quelques petits éléments d'information objective. Voilà. Point. Il faut quand même signaler que la musique du DVD. Ah oui, on n'a pas dit. Et une musique de jazz. On a oublié des tas de choses. Signé du philosophe. Non, mais quand Christian dit. L'émission est incontrôlable. Quand Christian dit, vous poussez le bouchon un peu loin en disant que le jazz c'est la musique populaire et que le rock c'est une musique vendue à la réaction. Bien sûr, il y a un côté provocateur, mais c'est quand même pour rappeler historiquement que je prends le jazz peut-être le plus difficile. Nos deux jeunes réalisateurs ici connaissent bien la musique en général, le jazz en particulier, et je crois pas qu'ils me contrediront. Le bop, les solos de Parker, de Monk ou de Gillespie sont parmi les choses les plus complexes. On va plutôt faire une simplification après. Et comme il est arrivé en classique. Et or, ce jazz-là se dansait dans des dancings à 1000 personnes. Tout à fait. Je veux dire, écoutez, Bird à Saint-Nic, un des disques les moins connus de Parker, qui est fabuleux, c'est un direct où il joue encore 10 fois plus fort qu'en studio, parce que Bird à Saint-Nic, je sais pas si vous voyez, je veux dire, oui, presque des distorsions sonorités très free jazzantes, si vous voulez, et free jazzifiantes, pardon. C'était fait c'était encore une musique populaire, la plus populaire des musiques savantes, la plus savante des musiques populaires, pour reprendre une expression célèbre. Et je suis d'accord avec toi, lorsqu'il est devenu
connoté un certain élitisme, c'est une chute musicale. Je constate que le jazz s'est appauvri. Quand je vais en finir là-dessus, je vais passer la parole. Lorsque je sors du métro en revenant d'un séjour au Niger, par exemple, et que je vois un jeune dans le métro à 17 ans avec un petit ampli qui joue note pour note les solos les plus compliqués de Gillespie ou Clifford Brown, je dis quand même c'est fantastique, c'est bien ça, quand même on n'en parle jamais de ces jeunes-là. Et puis je m'aperçois, je suis en train d'admirer un jeune qui joue une musique d'il y a 40 ans. Il y a un blocage. Parker et Gillespie jouaient de la musique de leur temps, ils jouaient pas la musique de 40 ans avant. Voilà, je veux dire, c'est quand même pas tout à fait un hasard quand le jazz est devenu élité, c'est qu'il y a raison de le dénoncer, il s'est appauvri musicalement, oui c'est bloqué. Bon, non, j'ai rien à ajouter, sinon que, ça renvoie à ce que disaient les sociologues de l'école de Francfort, les Allemands, qui disaient qu'il fallait distinguer culture de masse et culture populaire. Voilà. La culture de masse, c'est une culture fabriquée par des fabricants et des marchands à destination d'un peuple qu'il s'agit qu'on traite en consommateur et en bétail, et qu'on ne cherche à abrutir. La culture populaire, c'est quelque chose qui émane de la créativité collective. Et puis voilà, on parlait du blues tout à l'heure et du rock, entre les deux, il y a eu ce qu'on appelait faut pas oublier que le mot rock est un mot commercial qui est destiné à lancer cette musique. Alors, on appelait ça rhythm and blues avant. Mais le rhythm and blues n'était pas du tout commercialisé. L'origine du mot, c'est très, très, très compliqué. Parce qu'on des connotations, voilà. On va pas faire l'étymologie de ce que veut dire rock aussi. C'est des connotations sexuelles, absolument, mais c'est tout à fait... Ça commençait de la musique de masse, pour revenir là, avec ce film. En France, on peut dire que ça a pénétré avec le film Graines de violence. Oui. De Bill Haley, dont tu parlais, et ses Comets. Qui est un des grands films parfaitement moral et réactionnaire, puisque il y avait des méchants voyous, des bons profs, joué par Glenn Ford, qui était colonel dans l'armée de l'américaine, entre parenthèses, et qui a toujours voté républicain. Bon. Alors, on a un blanc. Oui, tu aurais pu parler quand même un peu de la country, parce que si on parle de la country, on sort du sujet là. Non, mais c'est un peu le même thème, c'est-à-dire que country music égale musique de paysans du sud, racisme, et tout ce qu'on voudra. Pétainisme de proximité. Ouais, mais il y a eu aussi. D'abord, là on peut pas rentrer dans ce débat. On peut avoir des musiques profondément réactionnaires. On peut dire par l'esprit, qui peuvent être bonnes par ailleurs. Oui, par exemple, tu prends le groupe Guns N' Roses, qui sont d'extrême droite, qui font de la belle musique. Je considère que Louis-Ferdinand Céline est l'un des plus grands écrivains français, et je suis peut-être le seul à le penser ici. Fermons la parenthèse, et surtout que dans ses premiers bouquins, le voyage au bout de la nuit, quand même, c'est un sacré côté libertaire. C'est génial, un immense artiste. C'est pas hasard qu'avant on parlait d'Aragon, maintenant on parle de Céline. Ça, c'est un phénomène sociologique, qui n'a rien à voir avec les qualités littéraires. On parle quand même de deux très grands. C'est comme par hasard, Céline a remplacé systématiquement Aragon comme Heidegger a remplacé Marx. Mon père était anarchiste, il m'a fait lire Céline à 14 ans, je peux vous dire. Donc, il y a un problème là. Il n'a pas viré à droite après. Ce que je veux dire sur la musique, c'est pardon de rentrer dans un universel qui est pas si concret que ça, qui est un peu abstrait, mais on peut quand même faire au moins l'éloge d'une musique complexe pour tout le monde. C'est-à-dire que moi j'adore le steak frites, et le steak frites à chaque repas, c'est l'horreur. Et voilà, plus musique, et donner une éducation musicale à tout le monde, et dire ce que ne disait pas Dominique sur son centre en Niger, c'est une expérience très très intéressante. C'est que il y a jouer Chopin, jouer Debussy, et puis ces musiques populaires qu'il fallait aussi retrouver, je pense au Niger. Voilà, et aussi faire connaître. Ces petits musiciens nigériens font le tour du monde dans les tournées maintenant. Je veux dire, leur musique est reconnue. Voilà, c'est ça. Contre ces espèces contre la notion même la notion de musique du monde, elle a eu pour fonction de rockifier toute une richesse, toute une complexité. Si on pense en polyphonie pygmée, par exemple, c'est une complexité qui échappe à n'importe quel producteur rock aujourd'hui. La musique du monde n'est pas la musique d'un monde sans maître. Tout à fait. C'est une très belle phrase. Je faisais des photos. Excusez-moi, j'étais un peu loin du micro. Mais il faut quand même dire que la musique du monde, pour beaucoup de musiciens, ce qu'on appelle musique du monde, c'est les musiques, si tu veux, traditionnelles. Je pense notamment à Okora, par exemple, qui fait quand même des... J'ai édité pas mal de musiciens nigériens. Moi, je suis content que tu le cites. Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même, il y a des choses absolument magnifiques. Et la plupart des musiciens et musiciennes qui se respectent ne peuvent avoir que de la curiosité par rapport à cette collection et par rapport à ce qui s'y fait, parce que
la musique qu'on fait, même si on reprend, on détourne, on s'inspire de la musique qui a été faite il y a 40, 50 ans, etc. C'est pour nourrir l'imagination, la créativité, etc. Si tu tiens pas compte de ces petits joyaux qui se trimballent un peu partout. Mais là, tu me fais penser à un truc extraordinaire, c'est que les élèves de ce centre au Niger, précisément, étaient enfermés dans les vedettes de variété, etc. Et ignoraient leur propre musique traditionnelle. Et même ils avaient un peu de mépris, ce qui est un peu normal quand tu viens de la brousse à la ville. C'est plutôt pour que tu as 18, 20 ans. C'est pas pour faire la musique de la tante qui restait au village. Eh ben, le fait de leur apporter, d'élargir leur horizon en leur apprenant tout ce que RFI leur interdisait, jazz, classique, etc. Et autres musiques du monde qu'africaines, japonaises ou océaniennes, parce qu'il y a des polyphonies parmi les plus complexes du monde. Il a cité les Pygmées, Émeric, mais il y a aussi en Papouasie, presque aussi compliqué que dans l'art de la fugue, et même quelquefois plus compliqué. Eh bien, je veux dire, ça les réconciliait avec leur propre musique traditionnelle, justement. Voilà, c'est juste ce paradoxe que je tenais à souligner. C'est intéressant à savoir. C'est frappant d'ailleurs, c'est cette logique qui a fait qu'on a détruit le musée de l'homme pour faire le musée des arts premiers. Quand même, là, on est passé d'un universel républicain qui respectait toutes les cultures dans toute leur richesse et qui les mettait en valeur dans une espèce de truc commercial qui vise le pittoresque et exotisme. Oui, et la fausse altérité. Qui est du néocolonialisme. La fausse altérité visible, parce que les chapiteaux romans pourraient être au musée des arts premiers, ils y sont pas. Alors simplement pour conclure. Suggestion audacieuse. Ah non, je suis bien placé. À la sculpture africaine, je regarde sur les chapiteaux romans, les têtes, c'est plus proche de la sculpture africaine, franchement, que de Rodin. Alors pour conclure un peu l'émission, on va vous redonner à nouveau donc évidemment où trouver les bouquins ou comment le DVD qui, je pense, comme vous avez pu le constater, c'est vrai que c'est un DVD, c'est un film qui est extrêmement dense et qui suscite complètement les débats. Je crois qu'on peut pas regarder. Voilà. Franchement, c'est un film à voir. On peut être d'accord, pas d'accord, ça n'a pas d'importance. En tout cas, ça apporte une réflexion et c'est ça qui est important, je pense, dans le travail de Fabien et de Sian. Moi, je trouve que pour des non-professionnels, ils ont fait un boulot absolument fantastique, très important dans le sens où là, ils ont vraiment apporté quelque chose. Vous allez faire d'autres films, en fait, et dans le micro. On travaille en ce moment sur un. Ça y est, ils ont pris goût. Sur un film Jean-Jacques Rousseau pour le tricentenaire. Oui. Donc voilà, avec Dominique Pagani en intervenant principal, voilà, et donc et d'autres sont prévus. Et voilà, d'autres après, sans doute sur Gramsci, voilà. Alors juste une chose, oui. Je peux me permettre juste une toute petite critique, toute petite de technicienne. Au niveau du montage, il y a 2-3 points où il faut laisser un tout petit peu de respire, ce qu'on appelle dans le jargon du métier, pour donner un petit peu un liant, quelque chose. Musicalement, j'ai sauté 2-3 fois, mais c'est rien, c'est pas du tout important. Je le dis vraiment exprès à l'antenne parce que c'est pas quelque chose d'important, mais c'est une chose absolument essentielle dans un montage. Il s'agit pas, dans ce film, il faut pas que ça soit coupé, il faut que ça soit monté. Le montage, c'est quelque chose. C'est une autre part de créativité qui s'ajoute au filmage, etc. Parce que les plans, vous avez fait une très belle lumière, les entretiens, c'est remarquable, c'est vachement bien fait. Alors, qu'est-ce que vous avez, sur quel support? Vous avez filmé avec quoi? Un appareil photo. C'est-à-dire un 5D? Ouais, d'accord, ok, ça je m'en doutais. Mais vous avez pris le son à part. Ça, il y a une démocratisation des forces productives qui est un phénomène majeur de notre temps. Enfin, le 5D, démocratisation, excuse-moi. Non, mais par rapport à... voilà. C'est quand même 2 salaires, moyens. Donc, voilà, voire 3, on est bien d'accord. Ah non, ça c'est pas, j'ai un 5D aussi, mais c'est, ouais. Bon, et ben c'est très bien. Alors, tu peux redonner un peu tout ça? Donc, un film d'Ossian Gagny et Fabien Trémaux, Tout est permis, mais rien n'est possible, un documentaire sur la pensée de Michel Couscard, donc qui est dans toutes les librairies et sur le site des éditions Delga, www.editiondelga.fr. Et bien sûr, l'œuvre de Michel Couscard en cours de publication, le capitalisme aux éditions Delga toujours, et dans les bonnes librairies, le capitalisme de séduction. Et à Publico. Néofascisme et idéologie du désir.
Le capitaliste de la séduction, critique du libéralisme libertaire, généalogie de la contre-révolution, le frivole et le sérieux, la production de l'individu, et d'autres vont suivre. Voilà. Et puis il faut dire une chose aussi, c'est qu'avec des personnes qui commencent à filmer, à faire des œuvres comme ça, moi je trouve que c'est formidable, et ça veut dire que si je retourne la phrase de tout est permis, rien n'est possible, on va faire en sorte que ça soit permis et que ça soit possible, quoi. Hein, les deux, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Moi je crois que vous revenez quand vous voulez pour le film de Rousseau par exemple, et même pourquoi pas reparler de ce film-là, parce que je pense que c'est bien peut-être d'élargir encore, même avec d'autres personnes qui l'auront vu, même faire peut-être une projection à publico et voir un petit peu comment les gens réagissent, comment les gens interprètent, vous renvoient ce qu'ils ont vu eux. Je crois que ça c'est quelque chose. Il faut que ce film voyage. Hein ? Ça fait d'accord. Voilà. Et puis pour Dominique, alors le générique des Chroniques Rebelles, c'est une chanteuse berbère qui s'appelle Ouria Aishi, qui est une voix absolument grandiose, et avec donc la nappe musicale qui est dessous, et donc c'est lui qui a fait la production.